Prise de sang, chapitre 2. Ayant voyagé par train, les lanciers avaient laissé chevaux et cochers au pays. Mais le père Engelmann, qui, décidément, pensait à tout, avait fait venir des diligences de la ville pour faire la navette entre les différents hôtels des futurs parents d'élèves de Sainte-Catherine. Viviane eut tout juste le temps de se chausser et d'enfiler par-dessus sa robe bleue un grand manteau de laine gris d'une sobriété plus adaptée à l'événement. Déjà, Lucie, plus stressée que jamais, la tirait quasiment de force dans la voiture. Elle n'eut même pas le temps d'apercevoir le visage du cocher. L'intérieur en bois verni était propre, sobre, fonctionnel, désespérément allemand. Pas de draperie brodée aux fenêtres, mais juste un voile noir, opaque et sans imagination, destiné à préserver les passagers de la curiosité de la rue et vice-versa. Au moins, le siège était correct et la route, quoique boueuse, suffisamment entretenue pour un voyage confortable. C'était la deuxième fois que Viviane partait assister à une exécution. La première remontait à moins de 2 semaines, sur la place d'Arras. Son père était venu la trouver dans sa chambre, avait frappé doucement, presque timidement, à la porte avant d'entrer de sa démarche maladroite d'employé de bureau dodu. Ces visites étaient plutôt rares. Monsieur Lancier travaillait beaucoup, souvent 7 jours par semaine, et rentrait souvent trop tard pour partager un repas en famille. Bien qu'ils vivent sous le même toit, Viviane ne voyait son père qu'une fois tous les 2 mois environ, quand il devait la gronder pour une faute quelconque. Cette fois, il ne faisait pas semblant d'être furieux. Il paraissait plutôt penaud et maladroit, comme sa mère, le jour où elle avait tenté de lui expliquer les cycles féminins. Il lui avait annoncé quelque chose de cet ordre. « Ma fille, tu vas bientôt changer de pays pour entrer dans une école prestigieuse. Alors, si tu es assez grande pour faire tes études, tu dois être assez grande pour ça. » Proche de ses racines ouvrières, Lancier ne s'était jamais habitué au vouvoiement pratiqué dans les familles les plus anciennes. Ce jour-là, le condamné était un artisan d'une 30aine d'années qui avait étranglé sa fille au berceau pour s'épargner une bouche à nourrir. Il avait maquillé l'infanticide en on ne savait pas trop quoi, tellement c'était mal fait, et n'avait pas donné trop de travail aux enquêteurs. L'acte lui-même n'avait pas traumatisé Viviane. Sa famille était loin de l'échafaud, et il suffisait de regarder, ailleurs, au bon moment. Ce qui l'avait le plus choqué était la réaction de la foule. Au lieu du silence solennel auquel elle s'était attendue, c'était une véritable fête populaire, une ambiance de match de boxe du dimanche, avec des messieurs enthousiastes rugissant des « À mort !» le poing dressé au ciel, des précieuses feignant l'évanouissement dans les bras de leurs galants, des vendeurs de marrons chauds et de pâtisseries, des spectacles de guignols, et même un marchand ambulant qui proposait en souvenir des coupes-cigares en forme d'instruments de supplice. S'en était même suivi un petit bal improvisé alors qu'on déposait le corps dans sa boîte. Rien qu'au bruit, Viviane devinait que cette mise à mort serait du même cru. On beuglerait et chanterait en allemand, voilà tout. Le soleil entamait tout juste sa descente lorsque la voiture s'arrêta à une centaine de mètres de la place déjà noire de monde. Il faudrait pour ces demoiselles continuer à pied jusqu'aux places d'honneur qui leur étaient réservées sur une sorte d'estrade improvisée, juste à côté de l'échafaud. En posant pied à terre, Viviane manqua s'étouffer, prise à froid par une odeur quasi opaque des tables. Toute la foule sentait la vache et ce qui en dérivait. Elle devinait que ce n'était pas faute de se laver. D'ailleurs, sous cette masse compacte de vaches, on aurait cherché en vain des relents plus universels d'alcool, de crasse et de vieille sueur. Sa mère lui avait dit que les gens du petit peuple faisaient de l'hygiène une affaire d'honneur. C'est du moins ce qu'elle avait expliqué quand la fillette l'avait interrogée sur les retentissants « Va laver ton cul, salope !» que les lavandières s'envoyaient à la figure. C'était la version officielle, elle n'en avait pas demandé d'autre. Quoique désagréable, l'odeur de la vache était curieusement moins infecte que celle de l'humain mal lavé. Elle supposait que Dieu l'avait voulu pour rappeler l'homme civilisé à ses devoirs envers lui-même. C'était par contre une odeur forte et surtout coriace. Il fallait 2 lessives pour en débarrasser les vêtements et un bain bien chaud pour en nettoyer la peau et les cheveux. Autant dire que ces gens qui travaillaient tous les jours au contact des bêtes et ne pouvaient se payer un tel luxe quotidien d'eau chaude sentaient la vache toute l'année, du matin au soir, jusqu'à l'oublier. Jamais Viviane n'aurait osé traverser, à pied et sans escorte masculine, une foule agitée de la sorte dans une ville française. Mais ce peuple-là savait se tenir et reconnaître une demoiselle bien née. C'est donc sans mal et sans inquiétude qu'elle parvint jusqu'à l'édifice.
Rasoir national, monte à regret, guillotine, dame de fer, coupe-cigare, fin de la soupe, faiseuse de veuve, bascule à Charlot, mer au bleu, lunettes d'approche. Les Français qui aimaient à railler la mort pour l'éloigner avaient bien 2 douzaines de manières de nommer la décolleuse mécanique. À la vue de cet austère monstre droit comme la justice, Viviane avait tout de même le sentiment qu'on ne la raillait que de loin. La foule tassée, qui faisait de son mieux pour lui libérer un passage, l'obligea tout de même à passer tout près de l'estrade, suffisamment pour voir le panier et la lunette encore rouge d'un précédent usage. Sur le côté, il y avait aussi un brasero à gaz, sorcellerie oblige. Depuis son adoption en France au XVIIIe siècle par le bon roi Louis XVI, la décollation mécanique avait remplacé toutes sortes de supplices plus ou moins barbares, en tant que manière la plus humaine d'ôter la vie d'un condamné, presque sans douleur, à tel point que son fils obtint du Vatican la permission de l'élargir à toute condamnation à mort, y compris pour crimes contre l'Église. Oui, mais, insista le Saint-Père, à la condition que les têtes des sorcières et des sacrilèges soient tout de même jetées aux flammes purificatrices, immédiatement après la décollation, pour accroître quelque peu les chances d'ascension de l'âme du défunt. Par chance, Viviane put détourner le regard assez vite et s'engager sur la petite estrade de bois où les chaises destinées à sa famille étaient déjà disposées, au milieu de têtes inconnues toutes moins affables les unes que les autres. Comme de juste, les adultes étaient en première ligne, dissimulant les visages les plus tendres, ou pas, des filles de son âge. Au centre du premier rang de chaises, trônant comme une reine au milieu de sa cour, une dame. Au centre du premier rang de chaises, Au centre du premier rang de chaises, trônant comme une reine au milieu de sa cour, une dame maigre et ridée, aux grands yeux plus noirs qu'une nouvelle lune, semblait s'occuper à écraser les bras de sa chaise entre ses serres griffus. Elle portait une vieille robe serrée d'un gris délavé, un gros châle assorti et, autour de ses cheveux gris-blancs dont seules quelques mèches bouclées émergeaient, un simple foulard noir. Sa figure insipide avait trop peu de nez, trop peu de menton, trop peu de ronds ou de creux, juste de grands yeux noirs luisants au milieu d'un cadre de rides bien ordonné. Debout, les 2 mains accrochées à l'épaule de la vieille dame, une sorte de garde malade toisait les arrivantes d'un regard menaçant qui les défiait d'oser seulement approcher l'ancienne à moins de 3 pas. Ses vêtements brun clair, assortis à ses cheveux blonds, coiffés d'un chapeau de paille, son visage rond d'un rose tendre, ses petites mains délicates, tout était démenti par l'expression tranchante et bornée de ses yeux d'azur froid. Couché au pied de la vieille dame, un deuxième garde du corps, canin celui-là, un chien-loup au pelage noir et gris, dont les courbes sculptées pour la chasse et la guerre contrastaient avec son attitude débonnaire de gros. Sans doute le plus humain des 3, décida Viviane. Par politesse, elle tenta un début de révérence qui ne fit pas même bouger les yeux des 2 femmes dans sa direction. La prudence la dissuada d'attirer plus directement leur attention, et elle continua pour s'asseoir au 3e et dernier rang, celui des demoiselles. La présence des parents, au 2e et 1er rang, ne leur permettrait guère de voir la scène, ce qui était plutôt appréciable. Mieux encore, en contraste avec le bruit de la foule, aucune fille ne paraissait disposée à caqueter. On allait pouvoir s'isoler dans son petit salon anglais et ouvrir les yeux quand tout serait fini. Si la petite voix de la curiosité voulait bien se taire. Non, il y avait une qualité de silence bien trop élevée pour cet environnement de perruche. On ne pouvait l'attribuer qu'en partie à la gravité de l'événement. Au contraire, le premier malaise passé, elles auraient dû se livrer à leur bruit de bouche inutile pour décompresser, se rassurer mutuellement. Au pire, la présence des parents, juste devant elles, et dos tourné, les aurait contraintes à chuchoter. Au lieu de cela, les 5 ou 6 adolescentes en place restaient muettes, immobiles, comme fascinées par leurs genoux. Mignonnes, silencieuses et immobiles, de vrais fantasmes d'adultes. Après observation, les rares coups d'œil craintifs qu'elles osaient porter au-delà du sol convergeaient tous vers un point central au premier rang, vers la petite femme ridée. Lucie n'en menait pas large non plus, au second rang, juste devant elle, sur la place originellement prévue pour sa mère. Les messieurs et dames de la bonne société qui l'entouraient l'ignoraient totalement, et c'est le mieux qu'ils pouvaient faire pour elle.
À chaque nouvelle arrivée, les parents échangeaient quelques politesses avec la vieille. Leur fille saluait avec respect et crainte, sans obtenir davantage de réaction. Seulement 2 personnes osèrent la saluer avec respect tout court. Le premier était un homme d'une trentaine d'années, peut-être à peine moins. Chiquement vêtu d'une chemise à jabot et d'une redingote rouge sang, ses longs cheveux blonds, pâles, noués avec une sophistication presque féminine. Sans trop savoir pourquoi, Viviane l'identifia comme britannique. Il marchait comme un Anglais, regardait, souriait, respirait comme un Anglais. Il rayonnait d'anglicisme. Il portait l'une de ces cannes épées, à peine déguisées, qui signifiait « Je suis armé, je veux qu'on le sache, et je veux qu'on pense que je ne veux pas qu'on le sache ». L'autre ne devait pas avoir plus de 16 ans, mais portait déjà le sabre. Il allait tête nue, ses cheveux noirs, coupés courts, sans plus d'imagination qu'il n'en mettait dans sa mise. Un long manteau de cuir brun, des bottes et un pantalon assez large pour permettre de bouger vite si le besoin en venait. Bagarreur, celui-là, avec son regard fiérot, dur et finalement craintif, il lui rappelait son grand frère. Le plus âgé, qui devait plus ou moins chaperonner l'autre, osa même adresser quelques mots à la vieille dame. « Fräulein, vous n'aviez pas à vous infliger ça ?» Son français, par ailleurs très correct, se corrélait d'un accent anglais à couper au couteau, peut-être un peu forcé. La vieille répondit dans un français parfait, mais d'une voix croissante et poussive, comme si expirer lui était un effort. « Je viens remplir mes derniers devoirs, à défaut des premiers. » Ses yeux n'avaient toujours pas bougé. L'anglais osa pousser tout haut un grand soupir désapprobateur, alors que le jeune homme derrière lui cherchait sa place avec embarras. 5 minutes passèrent, puis Viviane comprit à la clameur montante de la foule que les protagonistes venaient d'entrer.